voilà, moi je me suis intéressé aux drogues et dans mes travaux, donc, je fais beaucoup d'enquêtes de terrain et donc évidemment, je suis allé dans les centres de soins, dont ceux du CUID, et grâce auxquels j'ai pu accéder à ces questions, puisque j'ai fait plusieurs évaluations pour des organismes, l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, pour la MILDECA, qui veut dire la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Voilà, sur ces jeunes, j'ai fait aussi des travaux sur le deal, le petit deal. Voilà. Donc évidemment, on va être amené aussi à rencontrer ces jeunes, aussi à la fois par le biais des soins, par le biais des prises en charge, par le biais de l'hébergement, mais aussi par des questions aussi plus liées à la sécurité et aux questions pénales. Voilà. Ok. Alors, comment vous expliquez l'émergence de ce phénomène dans les années 90 ? Est-ce que c'est vraiment un phénomène nouveau ou c'est une autre façon de concevoir la jeunesse pauvre ? Est-ce que vous pourrez resituer aussi ce phénomène dans un temps plus long de l'histoire de la désaffiliation sociale, pour reprendre l'expression de Castel ? Oui. Alors, effectivement, on a des termes aujourd'hui qui sont peut-être assez nouveaux. On parle de jeunes en errance, il y a eu d'autres termes qui ont été un petit peu avancés, des punks à chiens, des jeunes à la rue, enfin il y a toute une série de termes. Ça se cherche un petit peu, c'est pas toujours les mêmes gens qui utilisent les mêmes termes, évidemment. Mais quand on fait un petit peu un survol historique, il est évident que ces questions ne sont pas tout à fait nouvelles. Et la question des jeunes qui sont un petit peu désocialisés, qui sont un petit peu en errance. La question de l'errance, c'est du vagabondage, hein, parce qu'effectivement, on parle en errance à partir des années 90, jusque dans les années 90, on reste sur des vieilles catégories qui sont celles du vagabondage, qui est une problématique très ancienne, globalement, depuis qu'il y a la révolution industrielle, depuis qu'au fond, on a des gens qui sont sur des marchés de l'emploi, qui sont des individus libres sur des marchés de l'emploi, la question du vagabondage se pose. Donc on a eu depuis très longtemps, des dispositifs de contrôle de gens qui circulaient, certains existent toujours, hein. Voilà, donc on parlait des vagabonds. Donc, et sur les jeunes vagabonds, il y a toujours eu une interrogation particulière. Parce qu'évidemment, quand il s'agit de jeunes, on se pose la question un peu différente. On s'interroge pour savoir ce qu'on peut faire, en tout cas ce que les pouvoirs publics peuvent faire, pour un petit peu séparer le bon grain et l'ivraie, en quelque sorte, identifier les jeunes qui seraient récupérables, qui seraient réinsérables, et puis évidemment les autres qui sont plutôt à enfermer, à envoyer quasiment dans des dispositifs de redressement ou des formes de prison, en fait. Et donc cette question-là, elle est pas d'aujourd'hui. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Et donc quand on regarde historiquement, il y a toujours une sorte d'hésitation aussi. Ça aussi, c'est une sorte de constante entre globalement plutôt des approches sécuritaires, punitives, etc., et plutôt des approches aussi sociales qui visent aussi à essayer de sauver les gens, à les réinsérer, à les rattraper par le col pour essayer, en général, on essaie de sauver les gens en les mettant au travail, hein, dans nos sociétés. Bon, c'est un peu l'idée de base qu'on a depuis quelques siècles. On pense que le travail, c'est un remède à plein de choses. Donc on a un petit peu cette constante-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur les tranches d'âge, 16-25 ans ? À quoi ça correspond ? Alors en général, alors ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est aussi maintenant c'est devenu une catégorie d'action publique. Alors dans les catégories d'action publique, il y a souvent des raisonnements en termes d'âge, parce qu'évidemment l'âge est une borne ça permet un bornage des politiques publiques. Donc globalement, on parle souvent des 16-25. 16 ans, c'est la fin de la scolarité obligatoire. Et puis 25 ans, globalement, il y a d'autres dispositifs qui sont accessibles pour ces jeunes, en particulier, notamment le RSA, qui change un petit peu, qui les fait basculer dans autre chose, et en tout cas qui leur donne potentiellement un petit peu de revenus supplémentaires, qui, associés avec des aides, par exemple de la CAF, ça permet d'espérer des solutions de logement un peu plus facilement que quand on a moins de 25 ans. Mais globalement,
voilà, 16-25 ans, là c'est un peu le cadrage un peu des politiques de jeunesse aujourd'hui en France, c'est un peu sur ce modèle-là. Et puis après, voilà, après, comme par magie, hein, donc c'est aussi intéressant, c'est la magie de la catégorie fait qu'elle s'évapore un petit peu après 25 ans. Bon, il arrive qu'on qualifie toujours telle ou telle personne de jeune, même s'il a un peu plus de 25 ans, mais en tout cas, dans les politiques publiques, le problème jeune disparaît à 25 ans. Et effectivement, on va retrouver d'autres catégories plus classiques, qui sont celles de sans-abri, éventuellement. Et puis d'autres catégories, il y a d'autres politiques publiques qui sont aussi mobilisées, hein, qui sont parfois des politiques publiques qui relèvent de la santé. On peut faire passer des gens sous un statut de malade, on peut faire passer des gens sous un statut de handicapé, on peut faire passer des gens sous un statut de délinquant officiel, cette fois-ci. Donc voilà, il y a une catégorisation qui se fait. Et c'est vrai que Jeunes en errance, c'est une catégorisation un peu étrange, surtout pour une catégorie d'action publique, parce qu'en fait, elle désigne un public pour lequel on ne fait pas grand-chose et on ne sait pas très bien qui ils sont et on ne sait pas très bien quoi faire. Voilà. Donc c'est un peu une sorte de paradoxe. Il y a une désignation assez communément admise, mais pour autant, en termes d'action et de pratique, de prise en charge, etc., on reste quand même, on en parlera sûrement, on reste quand même face à un public qui, parmi les publics précaires, est sans doute le plus abandonné institutionnellement. Donc vous dites qu'on ne sait pas grand-chose sur eux, justement, puisqu'ils échappent au maillage de la statistique publique. Et donc on a du mal à avoir des connaissances sur eux. Mais donc une question pour vous deux. Donc vous, Emmanuel, dans vos travaux, qu'est-ce que vous avez appris sur les profils sociodémographiques? Comment on peut caractériser un petit peu ces populations? La part des hommes, la part des femmes, les origines géographiques, est-ce qu'ils viennent de milieux ruraux, est-ce qu'ils viennent de petites villes, enfin bref. Même question pour Agnès, c'est-à-dire sur votre terrain. Ça fait un moment que maintenant que vous êtes aussi un observatoire et vous empilez aussi un savoir sur cette population. Donc, qu'est-ce que vous savez, vous, des profils de ces jeunes gens? On va essayer de s'articuler. Moi, je vais parler au nom du terrain, de ce que j'observe en fait dans la rue. Donc, les profils, du coup, ce serait plutôt des sorties d'ASE, aide sociale à l'enfance. La plupart des jeunes que je rencontre, que nous rencontrons, on est une équipe, que nous rencontrons dans la rue, en fait, sont sortis des foyers, des CEDEF, de ESINOF, des placements en famille d'accueil qui se sont mal passés. Les violences et des violences familiales, qu'elles soient verbales, physiques, des rejets de la famille. Et à un moment donné, voilà, le profil de ces jeunes, c'est celui-là. Après, ça fait plusieurs années, je crois, qu'on parle d'une féminisation de la rue. Moi, je trouve, et on fait des bilans chaque année pour le CUID, pour notre association. Et là, pour donner un exemple, dans la rue, honnêtement, la proportion, c'est une femme pour un homme. Moi, quand j'ai démarré il y a 20 ans au CUID, c'était un monde plutôt masculin. Là, en fait, on est pas mal interpellé. J'y étais encore cet après-midi en travail de rue par des commerçants, des riverains qui disent « mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il y a comme fille, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle ?» Alors, les filles, ça attire aussi les gens qui estiment qu'elles sont plus fragiles et donc plus en danger et donc elles méritent plus d'être sorties de la rue que les hommes. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, en fait, la proportion, honnêtement, et c'est pareil sur ta page, notre programme de travail, le ratio, c'est une femme pour un homme. Et il y a 2 ans, c'était 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers d'hommes, 1 tiers femmes. Je pense que tu veux rajouter. Oui, alors sur la question du genre, effectivement, ces dernières années, mais aussi dans d'autres secteurs, on voit une féminisation, ça c'est clair. Voilà. Alors avant, en fait, les filles la proportion de filles était plus importante quand elles étaient très jeunes. Voilà. Donc on avait une proportion plus importante de filles quand elles étaient très jeunes, et quand les gens avaient plutôt 18 ans, la proportion cette fois-ci était massivement masculine, ce qui veut dire une chose qui vient d'être dite, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des jeunes filles à la rue, autour de 16 ans, 15-16 ans,
très vite, il y a une mobilisation des services sociaux, etc., qui font qu'on est beaucoup plus réactif et on enlève beaucoup plus vite les jeunes filles de la rue, parce qu'effectivement, il y a cette idée que le risque est plus important, parce qu'effectivement, derrière, il y a la vie aussi dans les squats, il y a la vie... voilà, il y a aussi des conditions de vie très compliquées, avec des risques. Alors, d'un point de vue plus général, ce qui est frappant aussi pour un sociologue quand on commence à travailler sur ces questions, c'est qu'en fait, il y a un peu plus d'hétérogénéité qu'on pourrait le penser a priori. Alors, je donne toujours un peu les mêmes exemples, mais par exemple, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, ça c'est sûr, mais il y a quand même une proportion assez importante de jeunes qui ont des diplômes, qui ont des CAP, voire plus, par exemple. Il y a une proportion intéressante de gens qui ont déjà des expériences de travail. Donc ça aussi c'est important, parce qu'effectivement, souvent on a des dispositifs qui consistent à dire on va les remettre dans le circuit de formation, on va leur faire un stage pour que les gens comprennent un peu ce que c'est que le travail, mais la plupart savent très bien ce que c'est que le travail. Ils ont bien payé le prix pour savoir ce que c'est d'ailleurs. Voilà. Ils ont fait des apprentissages dans lesquels ça ne s'est pas bien passé, ils ont été dans des jobs très 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 difficiles, déclarés ou non, peu importe, mais voilà, quand on regarde le travail, ils ont ils ont une expérience de travail. Voilà. D'ailleurs, je me souviens, c'est qu'une fois, j'ai aidé une jeune fille à faire sa déclaration d'impôt. Voilà. Parce qu'effectivement, on peut être à la rue et déclarer ses impôts. Donc ça aussi, c'est un peu étrange. Mais voilà, donc il y a des profils qui sont quand même assez différents. Et puis après, surtout, ce qui fait beaucoup de différence, c'est les histoires de vie. Voilà. Parce qu'effectivement, alors, on a massivement des gens qui sont passés par l'ASE. Alors je fais une petite parenthèse sur l'ASE, parce que quand on dit ça, en général, on dit voilà, l'ASE c'est horrible, etc. En fait, l'ASE, ça marche plutôt bien. Hein, c'est que quand on regarde les gens qui sortent de l'ASE, quand on fait des études auprès d'eux plus tard, une grande majorité. l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, donc c'est les foyers de l'enfance. Donc à Bordeaux, ça s'appelle Esinov, parce que c'est à Esine. Voilà. Donc, mais l'ASE, ça marche plutôt bien en fait. Ça remplit une partie de son rôle. Et quand on regarde le devenir des gens, beaucoup de gens disent au fond, l'ASE m'a sauvé. Voilà. Quand on y reprend 10 ou 20 ans après. Alors effectivement, quand on prend la sous-population de jeunes en errance, eux sont beaucoup passés par l'ASE et ont plutôt eu des parcours parfois un peu difficiles avec l'aide sociale à l'enfance, mais d'une manière générale, avec les institutions. C'est ça aussi un point commun, pour le coup. Ils ont eu des problèmes, ils ont eu des rapports difficiles avec l'école, avec l'apprentissage, avec l'aide sociale à l'enfance, avec la police, avec la famille. Au fond, toutes les grandes institutions, les rapports sont quand même plutôt conflictuels et plutôt marqués par des rapports assez tendus. Voilà. Donc ça, ces problématiques-là sont à l'échelle des individus et des blessures individuelles, personnelles. Mais si on essaie d'expliquer le phénomène, quels sont donc les facteurs qui font que ces personnes se retrouvent à la rue, les grands facteurs explicatifs de ce phénomène. Alors ça, c'est la grande question sur laquelle... voilà. Mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Non, mais je vais répondre, je vais pas me défiler. Mais alors évidemment, il n'y a pas un grand facteur, il n'y a pas une grande raison, mais il faut essayer de comprendre justement comment différentes dynamiques vont s'agréger. Alors, il y a des choses qui, comme on vient de le dire, hein, qui dépendent des trajectoires de vie. Voilà. Donc je pense que quand même le rapport à la famille, c'est quand même un point quand même très très important. C'est que les parcours de rue commencent souvent suite à un conflit avec la famille, à tel point que la rue est souvent, quand les gens partent, en fait, ils sont plutôt contents, parce qu'en fait, c'est une sorte de libération, hein, une sortie de la famille où, évidemment, la vie est devenue impossible. Donc, effectivement, c'est aussi une forme d'incompréhension quand on a un regard complètement institutionnel sur ces jeunes, se dire, au fond, ils ont quitté la famille, ils sont à la rue, il faudrait mettre en place des dispositifs
pour qu'ils recollent à la famille, qu'ils sortent de la rue. En fait, ça fait plutôt peur, ce genre de discours, parce que ça peut être pris comme étant des dispositifs qui vont les renvoyer là où ils ont leurs plus gros problèmes. Donc il y a des trajectoires individuelles qui sont plus ou moins liées quand même avec des problématiques familiales, des problématiques de santé personnelle liées aux produits. Bon, tout ça, ça s'agrège un peu. Et puis, effectivement, il y a aussi, faut faire appel à d'autres facteurs qui sont des facteurs plus historiques, macro, qui sont liés aussi au fait que, quand on regarde cette population, en fait, cette population, c'est ce qu'on appelle aussi des pauvres. Voilà. Des pauvres qui ne peuvent, à d'autres époques, trouver un moyen de s'intégrer socialement, professionnellement, économiquement en investissant, on va dire globalement, le marché de l'emploi non qualifié ou voire même de l'emploi, le monde ouvrier. Ces débouchés-là sont devenus très compliqués. Voilà, parce qu'effectivement, ou alors il y a une forte concurrence. Par exemple, sur les emplois non qualifiés, il y a une très forte concurrence. Il y a d'autres pauvres qui sont en concurrence avec les jeunes en errance pour accéder à des petits jobs dans les vignes, pour les vendanges, mais les autres trucs, les pruneaux. Voilà, ça marche très bien. Les pommes, voilà. Pour tous ces jobs, il y a une concurrence. Il y a une concurrence avec, par exemple, des migrants, avec d'autres groupes de pauvres locaux, etc. Donc c'est compliqué. Voilà. Donc il y a aussi des raisons qui sont des raisons économiques, qui sont des raisons de dynamique de marché de l'emploi. Voilà. Et donc au fond, ces jeunes, peut-être qu'il y a 50 ans, ils auraient eu un blouson noir sur le dos, voilà. Mais ils auraient été rattrapés par la machine socialisatrice et économique, et puis ils seraient devenus en gros des ouvriers, et se seraient mariés, et le problème des jeunes en errance se serait réglé sur ce mode-là. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que les opportunités économiques pour ces catégories de population sont plus rares, et donc, au fond, ils sont pas, voilà, leur situation est c'est un peu un cul-de-sac. C'est un peu un cul-de-sac économiquement, et il faut rajouter aussi que même en termes d'aide, dans les dispositifs d'aide, ils sont aussi en concurrence avec d'autres catégories de pauvres qui sont plus intéressantes pour les dispositifs sociaux, qui sont beaucoup plus... voilà, il y a aussi une concurrence entre groupes, parce qu'on en parlait à l'instant. Voilà, il y a un dispositif qui s'appelle le logement d'abord, par exemple, pour donner un exemple tout à fait concret. Au fond, il y a une sorte de concurrence entre catégories de pauvres pour accéder aux prestations sociales. Donc ça, on le voit, il y a plein de raisons à ça. Il y a un changement dans les dispositifs. De plus en plus de dispositifs sont financés sur leur performance, à leur capacité à réintégrer des gens, à les ramener vers l'emploi, etc. Donc évidemment, ils vont plutôt prendre des gens qui sont les plus proches de l'emploi, qui ont le moins de problèmes et qui, au fond, sont plus faciles à intégrer. Donc ces jeunes en errance, ils sont un peu dans des concurrences sur le marché de l'emploi, au niveau des prestations et des dispositifs publics. Ils ne sont pas en bonne position dans ces dispositifs de concurrence. Agnès, peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur les processus et aussi sur la place dans le marché finalement à l'aide sociale. Alors après, c'est vrai que en fait, nous, quand on fait des appels à projets, alors là, je te rejoins complètement, Emmanuel, quand on fait des appels à projets, il faut que ça rentre dans une case. Donc ça veut dire que sur un projet, sur des jeunes en errance, qui est quand même un problème, où il y a des problématiques qui sont transversales, tu l'as dit, il y a la santé, il y a le logement, il y a pas mal de choses qui s'entrecroisent. Pour autant, en fait, on répond à un appel à projet d'un ministère en direction, par exemple, du logement. On va répondre à un projet en direction, un projet des ARS, et ça ne doit toucher en fait que la santé. Après, c'est à nous d'articuler.
on n'en a pas parlé, mais enfin, il y a quand même des problèmes de justice. Travailler aussi avec les SPIP, les JAP, etc. Mais si on répond à un appel à projet, on doit rentrer forcément le projet dans une case. On a beau expliquer que c'est transversal, dès qu'on dit que c'est transversal, on nous dit « Oh là, ok, bah alors vous avez qu'à aller voir avec le ministère. » Par exemple, on veut travailler la question du travail. Et on y ajoute la santé et le logement, et là on nous dit ah oui mais peut-être que vous devriez voir avec les fonds de subvention, en fait plutôt conseil général au niveau de l'enfance, peut-être le logement se rapprocher d'un autre dispositif, et puis la santé, ah non excusez-nous, c'est pas notre domaine de compétence, c'est sous l'égide en fait de l'ARS, en fait de l'agence régionale de santé. Donc voilà, cette espèce de maillage, vu que c'est au croisement de plusieurs problématiques, les appels à projets qui nous permettent de les croiser et de financer aux différents titres, évidemment que l'IRANS, ça pose le problème du logement, de la santé, de la précarité en général et de la jeunesse, puisqu'ils ont moins de 25 ans. Donc, les appels à projets, il faut faire entrer dans des cases. Je ne sais pas si je suis très claire. Et j'avais peut-être autre chose à rajouter. Parce que j'ai eu cette réflexion cet après-midi en travail de rue, quand on disait d'où vient l'errance. Alors moi j'ai en tête, en fait, là pas plus tard que tout à l'heure, un jeune en fait qui disait on a quelques mineurs de temps en temps qui échappent à l'aide sociale à l'enfance, qui sont déclarés ou pas en fugue. Et là, quelqu'un qui vient nous interpeller en nous disant bon, écoutez, vous les adultes, là, les éducateurs, là il faut faire quelque chose. Voilà, moi je crois que dans ce parcours d'errance, il y a aussi la notion de figure adulte acceptable. C'est-à-dire que dans leur vie, à raison ou à tort, ils ont rencontré toute leur vie soit des parents défaillants, soit des éducateurs, comme tu le disais, qui ont été rejetés, y compris des systèmes sociaux. Et à un moment donné, en fait, les jeunes, ils n'ont plus confiance en l'adulte, en fait. Et clairement, moi, quand ce jeune nous a interpellés en nous disant « Et vous, les adultes ?» Enfin, il a 20 ans, enfin... C'était curieux, au lieu de dire, il sait très bien qu'on est éducateur, vous les éducateurs. J'ai trouvé cette notion, je sais pas, elle est venue percuter quelque chose, et je me dis que quand on discute avec eux et que ça se passe, voilà, dans la relation, c'est long. Ils disent que ah oui, ben voilà, vous au moins vous êtes des adultes, vous, je pense qu'on peut vous faire confiance. Voilà, c'est la notion de figure d'adulte acceptable. Quelqu'un qui va pas être défaillant, quelqu'un qui quand ils vont se casser la figure, sera là, pas à lui dire, tu vois, je te l'avais dit, de toute façon maintenant, puisque tu as échoué, je ne m'occuperai plus jamais de toi. Non, moi, notre boulot d'éducateur et de figure adulte fiable, c'est de dire, tu t'es cassé la figure, c'est pas grave. On ne va pas repartir du début, on va repartir de là où tu en es, même en te cassant la figure, et on va continuer à avancer par palier, par marche. Ça, c'est bien, c'est stabilisé. Maintenant, on passe à autre chose. Donc là, tu décris la relation de travail, la relation entre les jeunes et les éducateurs, et aussi du coup qui engage aussi des représentations que les éducateurs ou que le monde de l'intervention sociale a par rapport à ces jeunes. Donc il y a souvent deux caractéristiques qui sont mises en avant lorsque l'on parle de ces jeunes, et des caractéristiques qui circulent aussi dans le monde de l'intervention sociale. La première, c'est en gros, ils ont choisi. C'est un choix de vie. C'est une population qui est définie par une revendication d'un choix de vie, une adoption d'une forme de vie à distance des normes, inspirée des subcultures urbaines. En plus, ils le portent souvent sur eux, puisqu'ils ont les looks, mélange de rastafarisme, un peu tougher, un peu techno, et des valeurs d'autogestion qui sont les valeurs de l'anarcho-punk, pour faire vite. Une autre dimension, c'est la caractérisation du groupe comme dans son rapport aux institutions. Alors, il y a deux choses qui apparaissent. C'est le rapport instrumental, c'est-à-dire on fait la tournée des guichets, on se sert. Et l'autre, c'est le non-recours. Donc, du coup, est-ce que ces deux caractéristiques, en fait, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, quelle est, vous, votre interprétation, à la fois de la dimension culturelle du phénomène, ou subculturelle, et la question du non-recours ? Et puis, est-ce que ces deux caractéristiques ne deviennent pas des stéréotypes, des manières de les typifier, et aussi du coup sont des entraves à l'accès au marché de l'aide sociale que tu expliquais tout à l'heure. Je ne sais pas si je suis claire. Il y a beaucoup de choses.
première chose, justement, sur est-ce que c'est subi ou choisi. Alors ça, c'est vraiment la question, je crois que c'est la plus vieille question qui a été posée sur les jeunes en errance. Question Tartignol, en fait, il est en train de dire non, que non, ma pas du question tout. est complètement... Mais tu dois y répondre. Dès que quelqu'un entend, au fond, la question des jeunes en errance, tout de suite, spontanément, mais je dis ça, on va dans une mairie, on dit, bon voilà, on travaille là-dessus, et les gens dans les mairies diront, alors en fait, ils sont dehors parce qu'ils le veulent ou est-ce qu'ils n'ont pas le choix? Parce que c'est pas pareil, hein, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'au fond, on peut les sauver ou est-ce qu'on doit les punir parce qu'ils font des choix contestataires? Alors moi, je trouve que la question, c'est évidemment, en plus d'un point de vue sociologique, dire que les gens choisissent totalement leur destin ou en sont totalement sont totalement les marionnettes du destin, ça n'a pas vraiment de sens en fait, parce qu'effectivement, ils sont comme tout le monde quelque part. Hein, et tout le monde est un petit peu agissant et subissant. Hein, donc on n'est pas, voilà. Donc il faut aussi, alors évidemment, quand on regarde leur parcours, effectivement, il y a quand même beaucoup de contraintes, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'effectivement, il y a tout un imaginaire qui est développé autour du voyage, même si la plupart d'entre eux ne sont pas très mobiles, quand même. Donc c'est des jeunes en errance, mais qui sont plutôt pas forcément très mobiles. Alors, il y a une partie d'entre eux qui cherchent toujours à voyager, à acheter des camions, à partir en groupe, en Europe, à faire la tournée. Donc ça existe hein, quand même. Puis il y a des gens qui ont une longue expérience, qui peuvent dire au fond, ils ont fait un peu le tour de France des squats parfois. Voilà. Et puis maintenant, il y a aussi une nouvelle un peu dimension avec ce qu'on peut voir ici ou là, c'est-à-dire des ZAD, des zones qui sont beaucoup plus des zones de contestation politique, qui viennent s'ajouter un petit peu à l'imaginaire du voyage. Voilà. Donc il y a quand même un peu de leur part aussi une activité aussi assez... ils font aussi des choix quelque part. Hein. Ils font aussi des choix, ils ne sont pas seulement... ils ne sont pas seulement une somme de conséquences, de contraintes qui leur sont complètement extérieures. Alors, est-ce que c'est une culture? Là, ça, c'est aussi la question est-ce que c'est très culturel? Alors moi, je dis souvent ça, c'est-à-dire que, bon, effectivement, c'est vrai qu'il y a des gens, enfin, des anthropologues, des sociologues, et puis qui travaillent sur ces groupes en observant leur mode de vie, c'est-à-dire comment, au fond, dans les squats, ça se passe, quelle musique on aime, comment on se définit, quelles identités on développe. Donc, ils ont une approche très, très mouvement culturel, comment les gens se définissent à travers une identité. Alors, moi, je ne suis pas contre ça, je pense qu'il y a effectivement des spécificités, mais ce qui me paraît le plus important à dire, c'est que, pour moi, la culture à laquelle on peut les rattacher, ce n'est pas tellement une sous-culture protestataire qui serait un groupe qui serait amateur de tel courant musical qui vient de l'Angleterre à partir des années 90. Tout ça existe un peu, mais ce n'est pas tellement ça qui me frappe. Moi, ce qui me frappe plutôt, c'est que leur ancrage culturel, c'est la jeunesse, en fait. C'est ça, en fait. Les jeunes en errance sont des jeunes. Et c'est ça qui les définit le plus d'un point de vue culturel. C'est-à-dire qu'ils aiment bien quoi? Ils aiment bien être entre potes, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien chatter sur les réseaux sociaux, ils aiment bien jouer aux jeux vidéo, ils aiment bien écouter de la musique, ils aiment bien... Voilà, ils ont une activité communautaire, culturelle, qui est celle de la plupart des jeunes. Voilà. Donc c'est aussi important de le dire parce qu'effectivement, ce n'est pas des martiens. Hein, ce n'est pas du tout des martiens. C'est des jeunes et ils ont plus de points communs avec les autres jeunes que de différences de ce point de vue-là. Alors sur le non-recours aux services sociaux, oui. Par rapport aux institutions, oui. Aux services sociaux. Alors ça, c'est une question qui est posée maintenant partout, pas seulement sur les jeunes en errance, puisqu'il y a des travaux sur le non-recours au droit, etc. Donc ça ne concerne pas que les jeunes en errance, le non-recours. Hein, c'est beaucoup plus large. On a fait des travaux sur le non-recours en santé, le non-recours au droit,
On sait très bien qu'il y a un certain nombre de prestations sociales comme le RSA ou les primes d'activité, etc., qui ne sont pas réclamées. Donc il y a aussi, c'est une problématique beaucoup plus large. Voilà. Alors effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a il y a un jeu entre le non-recours et l'instrumentalisation. C'est pour ça que je reviens un peu sur ce que je disais. Ils ne sont pas seulement dans le refus, la confrontation. Ils sont aussi dans l'instrumentalisation, encore une fois, comme tout le monde, hein, dans l'instrumentalisation des services sociaux. Ils savent très bien que quand ils arrivent dans une ville, il faut aller à la mission locale, il faut pleurer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils connaissent le job. Hein, ils connaissent très bien le job. Ils savent très bien que il faut aller voir l'éducateur, qu'il faut ne pas lui parler, qu'il n'est pas allé, il a raté 4 rendez-vous avec le SPIP, il ne faut pas lui dire tout de suite. Après, une fois que l'éducateur a un peu lâché des trucs. Mais voilà, tout ça, ils savent très bien. Donc, ils sont aussi dans un rapport de clientèle, de clientéliste par rapport aux institutions, un rapport instrumental, comme tout le monde. Et puis, mais aussi, il y a un passif, comme on le disait, qui est un passif aussi de conflictualité avec les institutions. Encore une fois, la famille, l'école, alors la police, tout le monde s'est fait contrôler par la police, tout le monde a été fouillé par la police, tout le monde, surtout les garçons, ont plus ou moins résisté à un contrôle. Certains se sont battus, certains ont été embarqués. Voilà, et puis donc il y a un rapport qui est quand même conflictuel, et puis il y a un rapport aussi qui est le mur de l'administration. Ça, on n'y pense pas, mais effectivement, là aussi, on est tous confrontés à ça, alors que bon, ça fait plaisir à personne de se taper de la paperasse, de refaire ses papiers quand on perd un truc, mais quand on est dans leur situation, c'est plus que ça, c'est une épreuve. Hein, c'est une épreuve, et puis ils ont des problèmes auxquels on ne pense pas. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes, par exemple, moi j'ai toujours été complètement sidéré par cette affaire, ils ont des problèmes de dette. C'est-à-dire que certains d'entre eux ont plusieurs dizaines de milliers d'euros de dette. Donc ce qui est aussi un frein quand on leur dit ça serait bien que tu travailles un petit peu, que tu donnes ton nom, qu'on ait ton adresse, parce qu'ils savent très bien que quand on fera un bulletin de salaire avec un nom et une adresse, il y aura une saisie sur salaire pour rembourser les dettes. Alors les dettes, c'est principalement, je crois que c'est toujours le cas, hein, de la SNCF. Ils prennent le train sans payer, ils ont des amendes, et puis évidemment, il y a des majorations, et certains ont plusieurs dizaines de milliers d'euros de dettes à 20 ans. Donc c'est un peu compliqué ensuite Et tout ça participe du rapport aux institutions. C'est-à-dire l'idée que c'est forcément conflictuel, c'est forcément problématique, il faut forcément se dissimuler, et il faut forcément être malin dans la mesure du possible, c'est-à-dire tirer tout ce qu'on peut du système. Encore une fois, je trouve que c'est plutôt c'est plutôt, je ne sais pas si c'est sain, mais en tout cas, ça ne leur est pas spécifique du tout. Voilà. Ouais, moi les amendes, on a oublié aussi les amendes, justement, puisqu'on parle d'institutions, les amendes pour ivresse sur la voie publique, qui s'élèvent quand même à 80 €. Hein. Les amendes, l'arrêt mendicité, en fait, a été cassé par la Cour européenne, en tout cas pour Bordeaux. Et du coup, en fait, un des biais pour casser justement ces grands groupes qui sont aux abords des supermarchés avec des chiens, etc., c'est aussi de mettre des amendes en fait pour des chiens non tenus en laisse. Donc oui, effectivement, c'est un frein parce que toutes ces amendes entre TBM, la SNCF, c'est compliqué. Après, moi, je reviens sur la notion de parcours et de recours en fait aux institutions. Après, honnêtement, c'est un parcours du combattant. Enfin, la journée, elle est organisée au millimètre près. Nous, en tant qu'éducateur de rue, on essaie en fait justement, notre mobilité fait qu'on va s'adapter à eux et c'est pas eux à s'adapter à nous, parce que entre aller à la domiciliation, si on n'y va pas pendant 15 jours, en fait, on est radié de la domiciliation. C'est quand même un peu la base, quoi. Et donc il y a ça, il y a aller faire la manche, parce que quand on a moins de 25 ans et qu'on ne travaille pas, à part de temps en temps des phages fonds d'aide aux jeunes, mais qui sont
distribué en fait avec une notion de projet, c'est ce que tu disais, les éducateurs pour avoir des aides, mais clairement, il faut leur dire, alors moi je m'exclus de ça parce que je travaille dans la rue, donc ils n'ont pas besoin de, il n'y a pas d'enjeu, mais c'est clairement, il faut dire en fait ce que la personne, le travailleur social en face de vous en fait a envie d'entendre. Et forcément, la personne, nous, l'éducateur, on est formaté dans les écoles d'éducateurs, on travaille autour de la notion de projet. Un jeune qui veut vivre un parcours d'errance en essayant de se faire le moins mal possible, ça a un nom, ça s'appelle la réduction des risques sociaux. En gros, il n'a pas le droit, il faut avoir un projet, il faut absolument avoir un projet. D'ailleurs, moi, les premières fois, quand je les vois dans la rue, je leur dis, c'est pas la peine de me sortir le baratin. Moi, je veux juste savoir où est-ce qu'on en est là maintenant et où est-ce que tu as envie d'aller. Et est-ce que tu as envie qu'on t'y accompagne? Voilà, c'est vraiment la base. Et ce parcours du combattant fait que les rendez-vous médicaux, la domiciliation, la mission locale à un rendez-vous, enfin, moi, honnêtement, je suis bien contente d'avoir mes papiers avec moi. Hein. Si jamais, moi, toujours, je leur dis, mais vos papiers, limite, il faudrait les mettre dans un coffre. Parce que, en plus, quand ils perdent leurs papiers ou qu'ils se les font voler, c'est le cas, hein, quand ils dorment devant H&M et qu'ils se réveillent et en fait, il n'y a plus de portable, plus de papier. Parce que les papiers se volent, les papiers se vendent. Voilà, là on recommence à zéro et là elle commence la vraie galère. J'ai envie de dire les amendes SNCF, etc. C'est rien quoi. On va parler maintenant des politiques publiques. Je vois que le temps presse. Alors qui est concerné par le problème? À qui échoit la responsabilité? État, département, ville? Comment ça se passe? Est-ce que justement le contexte de la métropolisation, le dossier, comment il est traité? Est-ce qu'il y a un partenariat ou pas? Alors oui, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est leur problème, c'est qu'ils sont le problème de personne, en fait. D'abord, c'est vrai que quand la question, c'est les premiers mois où la question s'est posée à Bordeaux dans les années 90, la réaction de la mairie, pour dire les choses rapidement, c'était de dire au fond, ils sont en errance, donc ils ne sont pas d'ici. Donc ce n'est pas mon problème. Effectivement, c'est ça leur problème. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont, comme tu le disais tout à l'heure, on a l'habitude de raisonner avec des catégories. C'est comme ça qu'on raisonne. On a des catégories de problèmes. Ces problèmes, on les confie à un dispositif, une institution, une politique publique particulière, ou à des professionnels en particulier. Éventuellement, on a des prestations spécifiques pour chaque public ainsi désigné. Et le drame, entre guillemets, de ces jeunes, c'est qu'effectivement, ils sont un petit peu trop transversales, ils sont un peu trop entre les cases. Et donc, quand moi j'avais fait un peu la tournée, quand j'ai commencé à travailler, je suis allé voir un peu tous les intervenants traditionnels pour simplement leur poser la question de savoir comment cette question-là leur remontait, est-ce qu'eux, ils avaient un rôle à jouer. Donc je suis allé voir la CAF. La CAF, ils m'ont dit non, mais ils n'ont pas d'enfants. Moi, je m'intéresse avec des gens avec des enfants. Voilà. Je suis allé voir, je ne sais plus qui. Je suis allé voir le CCAS. Le CCAS dit non, nous, on est sectorisé. Donc on prend des gens qui ont une adresse, n'ont pas d'adresse, c'est pas notre problème, etc., etc. Je suis même allé voir, je ne sais plus, les équipes mobiles précarité psychiatrie, par exemple. Qui travaillent. Alors tout le monde travaille très bien dans son domaine, c'est pas la question. Mais équipe mobile précarité dit nous on travaille sur les vieux chroniques, les vieux SDF de la rue là, qui sont vraiment atteints psychiatriquement. Donc c'est des jeunes, ils sont plutôt relativement en bonne santé. Donc nous on les voit pas. Les CHRS, donc, les centres d'hébergement, disent ils ont des chiens, donc on n'accueille pas de chiens, c'est pas un chenil ici, c'est un dortoir. Donc en fait, quand on fait l'addition, personne n'est franchement hostile, mais tout le monde se déclare comme étant pas concerné ou pas compétent au titre, encore une fois, pas sur un plan moral, mais sur une question de désignation, de règles, de politique publique, tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est quand même et ça c'est un problème parce que nous encore une fois on sait faire des politiques publiques, on a souvent une approche très institutionnelle des problèmes, voilà.
il faut qu'un problème soit repéré, soit un public soit défini avec des frontières. Il faut encore une fois qu'on éventuellement fasse un peu de statistiques pour voir si le problème est très important, pas important, si toutes les régions ou toutes les villes sont concernées. Il y a tout un ensemble de procédures qui font qu'un problème se concrétise aux yeux des pouvoirs publics. Mais ce travail-là, il ne se fait jamais, ou très mal, ou très peu de temps en fait dans les institutions aujourd'hui. Alors, ce qui fait qu'on a plutôt un public qui n'est éligible par pas grand-chose, voilà. Et au fond, encore une fois, et d'ailleurs ils l'ont bien compris, parce que quand tout à l'heure je vous disais, certains disent moi j'attends d'avoir 25 ans pour avoir le RSA. Ils ont tout compris à la manière dont ça marche, parce qu'ils se disent là je serai identifié par les pouvoirs publics et je serai enfin dans une case qui est comprise par tout le monde. Voilà. Alors, tu as mis en évidence un certain nombre d'obstacles et d'entraves à la mise en œuvre de ces politiques publiques et brouillage entre les acteurs. Est-ce qu'on peut parler du contexte aussi de la baisse budgétaire de ces dernières années, notamment qui a touché la prévention spécialisée, qui sont les éducateurs de rue, et donc certains départements qui arrêtent d'allouer des fonds pour la prévention spécialisée, des départements ruraux. Le recentrage aussi de ces fonds sur les quartiers avec la problématique de la radicalisation. Donc du coup, c'est un public qui disparaît aussi du radar parce que les moyens, les éducateurs, les acteurs qui pouvaient faire remonter la problématique dans la rue ne sont plus là, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a des effets ou pas? Moi, je crois qu'en fait, et c'est le cas à Bordeaux, en fait, qu'on aborde généralement les problèmes sous le biais des nuisances qu'elles causent. Donc, en gros, si on veut être financé, il faut que ça cause des nuisances. Et ça a été le cas, moi, il y a 20 ans, quand je suis arrivée au CUID. Clairement, le projet Jeunes en errance du CUID a été créé sur ça. C'est-à-dire qu'en 2005, il y avait un gros attroupement place de la Victoire. Il n'y avait pas encore à l'époque la tortue. Il y avait un gros rassemblement d'une dizaine ou une vingtaine de jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, avec des chiens, des bières à la main. Ça posait problème à la mairie de Bordeaux. La mairie de Bordeaux nous a demandé en fait de réfléchir à un projet qui pourrait éventuellement pacifier l'espace public, clairement. Et donc, pour répondre à la question, pourquoi la prévention spécialisée, on leur retire les budgets? C'est que la prévention spécialisée, historiquement, c'était dans les centres-villes, parce que ça posait des problèmes de cohabitation avec des riverains, avec des commerçants. Donc là, il y a d'autres problématiques qui émergent. La problématique, là, à l'heure actuelle, qui émerge et qui fait qu'il n'y a pas que la prévention spécialisée. On demande, en fait, à la prévention spécialisée, par exemple, de s'occuper des mineurs isolés, parce que ça devient un vrai problème. Et là, il y a des financements pour ce public-là, au détriment, vous vous doutez bien, en fait, des autres publics. En fait, on prend à Pierre pour habiller Jacques. Donc, voilà, il est là le problème. Et la prévention spécialisée, comme elle est financée par le Conseil général, on leur dit, voilà, les problématiques émergentes qui posent problème, c'est celle-ci. Donc, soit vous vous adaptez et vous vous occupez de ces publics-là, soit on va baisser les subventions et donner les subventions éventuellement à d'autres associations. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres villes, mais voilà, en résumé, moi, mon analyse, c'est celle-là. Puisque tu parles de la gestion des espaces publics, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Juste une petite chose, c'est vrai qu'il y a une inconstance dans l'action publique sur toutes ces questions qui est patente. C'est-à-dire, effectivement, il y a selon les périodes, il y a entre guillemets des modes. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est les mineurs isolés. Voilà, ça effectivement. Alors c'est une problématique aussi importante puisque ça fait péter un petit peu tous les dispositifs sociaux actuellement. Et puis effectivement, là, il y a une pression très importante, par exemple de la préfecture, pour que toutes les associations, tous les services fassent passer en priorité ces publics-là. Alors voilà, donc c'est des questions d'urgence, c'est des questions et puis le manque de continuité, il est effectivement dans les priorités, dans les actions, dans les financements, et puis il est aussi même dans la mémoire des choses, la mémoire des problèmes. Quand on avait fait l'évaluation d'un dispositif qui s'appelait Prodomo, qui a été inventé ici à Bordeaux par le CUID, qui était près de la gare, qui consistait à faire des hébergements
pour des jeunes en errance dans lesquels ils pouvaient conserver leurs chiens, etc. Donc un dispositif vraiment adapté à leurs particularités. Ça a fonctionné 4 ans, 5 ans je crois à peu près. Et ça a fermé par manque de financement. Donc c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais c'est aussi le fait même du problème a disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes qui ont tenu Prodomo ont une compétence, ont une expérience de ces problèmes, pourraient au fond faire profiter un petit peu les pouvoirs publics de ce qu'ils ont appris, de ce qu'il faudrait faire. Mais ils se sont rendus compte que même dans les ministères concernés qui, il y a 3 ou 4 ans, les harcelaient tous les jours pour qu'ils aillent chercher des jeunes dans les rues, mais il n'y a plus personne. Plus personne ne se souvient de cette question. Les personnes référentes ont disparu. Donc c'est même plus un problème. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on revient un peu on revient au point de départ sur ces questions, parce que, encore une fois, si quelqu'un veut faire un dispositif pour ces jeunes, il va devoir prendre son bâton de pèlerin, retourner dans le fameux millefeuille institutionnel, aller voir tous les responsables politiques, tous les responsables administratifs, pour convaincre, ne serait-ce que pour informer de la réalité de ce problème. Voilà. Et il y a une mémoire complètement défaillante des pouvoirs publics sur ces questions. Bien, Agnès, tu vas nous rafraîchir la mémoire et nous parler de ce dispositif Prodomo qui a disparu et aussi de l'autre dispositif Tapage qui est en cours actuellement et nous expliquer pourquoi ils sont à bas seuil, pourquoi il y a besoin de ces dispositifs-là pour ce public. Et aussi les espaces, les périmètres d'intervention de ces dispositifs. Alors nous, on n'est pas sectorisé. C'est peut-être ça aussi notre grande force, contrairement à la prévention spécialisée qui du coup est sectorisée. C'est vraiment par quartier, par secteur. Nous, au CUID, on ne l'est pas. Prodomo, c'est un projet... on vous a dit, en fait, en 2005, la mairie de Bordeaux nous a demandé de réfléchir sur ce problème de l'errance que j'évoquais tout à l'heure, avec ces jeunes marginaux qui s'alcoolisaient à la victoire en nombre et qui faisaient peur aux passants. Donc c'est une rencontre entre mon collègue qui était éducateur en prévention spécialisée et moi qui portais la casquette CARUD, Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques chez l'usage de drogue. Voilà, c'est ces 2 rencontres professionnelles, prévention spécialisée, plutôt mandat, aide sociale à l'enfance, et moi plutôt l'angle en fait usagers de drogue marginalisés à la rue. La mairie a dit voilà, il y a un problème, la mairie de Bordeaux, le DSU, Développement social urbain de la ville de Bordeaux, a dit voilà, nous avons cette problématique dans le centre-ville. On n'a pas forcément, et c'est plutôt bien, envie en fait de faire débarquer un camion de police pour disperser tout le monde. Donc on sait que c'est contre-productif. Donc vous, les éducateurs de rue, avec vos 2 casquettes, qu'est-ce que vous en pensez ? De là, en fait, on crée un projet en direction des jeunes en errance. C'est vrai que l'appellation est un peu fouillie, mais voilà. Et en fait, on propose d'articuler du travail de rue. À l'époque, il y avait une halle des arts de la rue. On a rajouté Prodomo, qui est un projet de logement, comme tu l'évoquais. On a déposé le projet en 2009. La rencontre entre la prévention spécialisée et le CUID, donc moi, c'était en 2005. En 2009, on dépose le projet de logement Prodomo qui accueillait les chiens, les couples et qui leur permettait de se poser. On voulait que ce soit tout, sauf un CHRS en fait, puisqu'on savait que le modèle CHRS est adapté pour un certain public, mais ne l'était pas en fait pour les jeunes qu'on rencontrait dans la rue. Donc, dépôt du projet au Haut Commissariat à la jeunesse porté à l'époque par Martin Hirsch. En mai 2019, en février 2013, en fait, Prodomo ouvre ses portes non sans mal, puisque tu en as fait l'évaluation avec les riverains, tout le monde veut que ces dispositifs s'installent, mais pas à côté de chez soi. Après, à tort ou à raison, encore une fois, je ne juge pas. Et donc voilà, ça ouvre, ça fonctionne pendant 5 ans. Et là, d'un seul coup, en fait, on va taper aux portes en disant, bah, écoutez, un peu avant, 2 ans avant, on dit attention, les fonds expérimentaux, en fait, arrivent à expiration. On a investi, il y avait quand même des jeunes au moment où c'était fermé.
on a besoin en fait d'un relais institutionnel pour continuer à financer ce genre d'action. Et là, c'est ce que nous évoquions tous les deux tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde se renvoie la balle. Ah oui, le logement, alors vous devriez peut-être aller regarder de ce côté-là. Ah oui, mais il y a la santé aussi. Ah mais demandez aux ARS, eux, ils ont des fonds. Ah mais il y a la précarité, c'est des jeunes, peut-être le conseil général. En fait, voilà, à force, les bâtons de pèlerin, ça ne suffit pas. On peut pas y arriver, quoi. Et donc, du coup, la structure a fermé. On ne désespère pas, on sait que ça a fonctionné. Emmanuel Langlois en a fait l'évaluation. On sait qu'il y a des choses positives qui se sont passées, notamment dans l'articulation, et j'en viens à tapage, c'est travail alternatif payé à la journée, en fait. On embauche des jeunes directement en travail de rue, c'est-à-dire qu'on va dans la rue. Quand ils ont moins de 25 ans, on leur dit il y a ce programme qui existe. C'est un programme de travail qui ne nécessite pas de qualification particulière. Dans un premier temps, qui se fait de façon graduelle, c'est-à-dire qu'ils ont tous les mardis de 10h à 14h. Vous nous verrez peut-être avec les jeunes dans vos rues. On désherbe en fait les rues de la ville de Bordeaux. C'est-à-dire que la mairie ne nous subventionne pas. La mairie nous donne une enveloppe pour un contrat de travail. En ce moment, nous sommes sur les boulevards. Voilà, ça s'appelle le ST10 dans leur langage, secteur territorial numéro 10. Nous avons fait les boulevards de la barrière de Bègle jusqu'à la rue judaïque. Et on désherbe manuellement, parce qu'à Bordeaux, pour être patrimoine à l'UNESCO, en fait, Bordeaux ne doit plus utiliser de désherbant chimique, c'est zéro phytosanitaire, c'est plutôt bien, mais du coup, il faut désherber à la main. Donc vous verrez sûrement dans des rues les jeunes avec des binets travailler. La particularité de ça et de Prodomo, c'est que en fait, ça part de la rue. De la rue, on les a amenés progressivement vers du logement. De la rue, on leur propose, sans leur imposer, après ne pas travailler, ça peut être un choix et il est respectable aussi, on leur dit, nous, voilà, on a aussi ce programme de travail si ça vous intéresse. Et l'intérêt, c'est qu'il est payé immédiatement. Tous les mardis, de 10h à 14h, ils viennent travailler. À 14h30, ils peuvent aller chercher leur argent. Alors, on avait des lettres chèques qui permettent d'aller dans un bureau de poste et d'aller retirer directement en fait l'argent en liquide. Donc ça veut dire qu'ils travaillent de 10h à 14h. À 15h, ils ont leur payé 10 € net de l'heure. Ils ont leur argent en argent liquide. C'est une alternative à la manche. On sait que ces jeunes-là ne pratiquent plus la manche aux abords des centres commerciaux. Alors, qu'en penses-tu, Emmanuel, justement, de cette gestion des espaces publics par la ville de Bordeaux, cette espèce de soft control, quoi. On passe du répressif à une espèce de... Enfin, il y a une chercheuse américaine qui parle de domestication by cappuccino, c'est la pacification par le cappuccino. Là, c'est par le contrôle social. Alors, quand elle dit cappuccino, c'est parce qu'en fait, elle parle de l'extension des terrasses de café. Et du coup, on impose une ambiance consumériste et on exclut comme ça à bas bruit. Alors, qu'est-ce que ça dit du management des espaces publics, qui est une thématique centrale dans la géographie radicale? Oui, alors effectivement, depuis quelques années, il y a beaucoup de travaux là-dessus, sur tout ce qui est fait au fond pour réguler ou pour éloigner d'ailleurs aussi les sans-abri des villes et en particulier des centres-villes. Donc tous ces mobiliers urbains qui sont réfractaires aux sans-abri. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas essayer de comprendre ce qui se passe pour ces jeunes sans prendre en compte le contexte. Le contexte aussi, c'est donc les mutations de la ville. Donc il y a quand même beaucoup de villes qui se transforment. Alors si on prend le cas de Bordeaux, il y a évidemment beaucoup de transformations ces dernières années. Il y a quand même un parallèle à faire entre, d'une part, une ville qui se paramètre en quelque sorte pour le commerce, pour des activités commerciales, pour le tourisme, et puis le sort, la gestion des publics qui sont jugés problématiques dans l'espace public. Alors ça concerne effectivement les jeunes sans-abri, ça concerne aussi d'autres catégories, par exemple les prostituées, par rapport... Bon, voilà. Il y a cette gestion-là, cette problématique-là qui est très aiguë.
Alors même jusque dans certains domaines, puisque si on prend, alors c'est un exemple tout à fait d'actualité, puisqu'il y a un débat sur la gare du Nord à Paris. Les gares qui étaient traditionnellement des lieux d'hébergement pour les sans-abri deviennent, là pour le coup c'est tout à fait net, se transforment. Hein, les gares maintenant c'est une filiale de la SNCF. Toutes les gares sont rénovées pour devenir en gros des centres commerciaux. Voilà. Donc à partir de là, évidemment, il y a de nouvelles logiques qui se mettent en place. Et ces lieux qui étaient traditionnellement des lieux d'hébergement pour les sans-abri sont tout à fait mettent en place des dispositifs d'éloignement de ces publics. Donc on ne peut pas penser leur parcours, leur situation, etc., en ne regardant pas un petit peu les mutations urbaines. Et en tout cas, ce qu'on cherche à faire des villes et des espaces urbains. Voilà. Je pense qu'il y a quand même une liaison entre ces deux questions qui est aujourd'hui très très forte. Voilà. Parfait, je pense que là, maintenant c'est l'heure de laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions, on va les prendre par 3. Je suis optimiste, hein. J'imagine qu'il y a des questions, quoi. Donc on a une petite demi-heure, hein, 7h30, moins d'une demi-heure, parce qu'à 7h30, vous êtes mis à la porte. Merci, moi j'ai deux questions. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de la problématique des addictions aussi de ces jeunes dans les rues, parce qu'il ne me semble pas que ça a été abordé de manière un peu détaillée. Et le deuxième point, concernant le dispositif tapage, j'ai lu 1 ou 2 articles en ligne dessus. Il me semble qu'il y a, au-delà de la ville de Bordeaux, qu'au début, en tout cas, il y avait des entreprises qui étaient participatives dans ce dispositif. Est-ce que ça continue à être le cas? Et est-ce que les jeunes qui utilisent tapage évoluent vers un mieux-être quelconque, ou c'est juste une alternative à la manche? Alors pour tapage, oui, ils évoluent. Alors on travaille avec des entreprises, l'État-providence n'étant plus voilà, ne peut pas répondre à toutes les problématiques. Donc du coup, on fait appel à des entreprises qui, au lieu de nous donner en fait de l'argent, en fait, ils sont défiscalisés, hein, c'est le RSE. Au lieu de donner de l'argent, nous on leur demande en fait de nous donner des contrats de travail pour ces jeunes-là. C'est-à-dire que on a par exemple un chantier avec la SNCF qui nous propose en fait un contrat annualisé, ce qui est quand même bien par rapport à la plupart des contrats, un contrat annualisé pour nettoyer le parking régional en fait, c'est-à-dire souffler les feuilles, désherber, tailler les haies, de temps en temps ramasser c'est au niveau de l'auto-train en fait, de ramasser quelques déchets, mais c'est voilà. Donc les entreprises, elles participent. Elles sont défiscalisées au titre du RSE, mais les entreprises, elles participent surtout en fait pour nous donner des contrats de travail à ces jeunes-là. Voilà. Et dans la durée, si possible. Nous avons un joli projet, normalement, qui devrait être mis en place avec le musée d'Aquitaine, avec les jeunes tapageurs, en fait. Par exemple, en fait, ça peut être ça. Et là, c'est la mairie de Bordeaux et le musée d'Aquitaine qui s'engagent à enlever ces barrières du « oulala, ces jeunes, qu'est-ce que ça va devenir ?» Bien sûr qu'il y a des appréhensions et elles sont parfaitement légitimes à tapage. Ces jeunes-là, ils sont encadrés par des éducateurs. La plupart du temps, on n'a pas besoin d'intervenir, hein. Ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'ils ont des sorties positives? Oui, c'est pour ça que tapage est rentré en fait dans le plan pauvreté, en fait, parce qu'effectivement, il y a des résultats. Ça a été essaimé un petit peu partout en France. Et puis alors parler de la toxicomanie, on peut peut-être le faire à tous les deux. À Bordeaux, oui, la notion, l'usage de drogue est présent, mais j'ai envie de nuancer, pas présent tout et partout. Voilà, il y a les jeunes un peu plus classiques qui vont s'alcooliser et fumer des joints sur le miroir d'eau. À Bordeaux, les usagers de drogue ont un parcours bien spécifique en fait dans la ville qui est nourricière, la ville qui permet de s'occuper de sa santé, d'aller chercher ses traitements de substitution, d'aller parfois chercher de la drogue, du matériel pour se l'injecter correctement.
moi, j'aimerais que vous l'entendiez comme de la réduction des risques. Alors, c'est sanitaire et social. Mais vraiment, il y a le sanitaire. Le sanitaire, c'est le côté usage de drogue. Et le côté social, ça va être plutôt l'articulation avec tapage. J'ai répondu à votre question? Moi, en tout cas, pour mon... J'ai pas grand-chose à rajouter, mais par rapport aux questions d'usage de drogue, il est évident que c'est un groupe qui, on va dire ça comme ça, consomme plus que la moyenne. Mais il ne faut pas non plus le rattacher ce groupe à d'autres problématiques, qui sont ce qu'on appelle les scènes ouvertes. Donc c'est des zones dans lesquelles on a des usagers qui viennent s'injecter des produits dans l'espace public. C'est aussi des problématiques qui sont assez communes, puisqu'il y a beaucoup d'alcool, voilà. Beaucoup fument du cannabis. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'injectent des produits opiacés. Donc là, effectivement, c'est des problématiques de réduction des risques, avec des programmes d'échange de seringues. C'est des choses qui sont, pour le coup, c'est un peu ce qu'on a aussi observé, c'est-à-dire que la politique qui marche le mieux, qui est la plus cadrée, qui est la plus adaptée à ces publics, c'est justement les politiques de prévention, de réduction des risques. Parce qu'effectivement, il y a des équipes qui fonctionnent avec un bas seuil, c'est-à-dire qui font de l'accueil de rue. Et d'ailleurs, souvent, les deux grands types de professionnels qui ont eu un contact et qui ont un contact avec ces jeunes, c'est les éducateurs et les gens qui sont dans la réduction des risques. Et puis, de notre côté, la police municipale. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Donc, après, on a des... Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si on fait un peu une sociologie des drogues, c'est-à-dire que la drogue, c'est aussi c'est aussi une pratique collective. Hein, c'est aussi ça. Il y a l'économie. Alors, ils sont pas riches, donc ils n'achètent pas forcément des produits de grande qualité. Mais il y a quand même une économie, et c'est pas seulement, on ne peut pas seulement voir ce qui se passe autour de la drogue comme étant comme aussi appartenant à ce qu'on appelle parfois l'économie souterraine. C'est pas du tout dans cette problématique-là qu'on peut comprendre ce qui se passe autour des drogues. Hein. C'est ni les scènes ouvertes qu'on peut le voir dans des grandes capitales, ni l'économie souterraine liée à des réseaux, des choses comme ça. On est face à des consommations, encore une fois, ce sont des jeunes. Voilà, ce sont des jeunes qui ont des risques sévères avec les drogues. Mais c'est d'abord des consommations qu'on peut trouver aussi dans d'autres groupes de jeunes. Merci beaucoup à tous les trois, c'était passionnant. J'ai deux questions en fait, plutôt de comparaison. Tu disais, Jemila, qu'il y avait des villes qui avaient tendance à attirer les jeunes en errance, les villes étudiantes et puis voilà, festivalières. Est-ce qu'on a des éléments de comparaison pour comprendre si effectivement il y a une géographie à l'échelle nationale de ces jeunes en errance, est-ce qu'il y a des capitales du punk à chien, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit, c'est juste un effet de concentration ou de dilution? Et ma deuxième question aussi comparative, c'est, tu l'as bien dit Emmanuel, et tu l'as redit, ce sont des jeunes, et on sait bien que le sort de la jeunesse, le sort fait à la jeunesse selon les pays européens n'est pas exactement le même. Et donc est-ce qu'on a des éléments de comparaison? Est-ce que ce phénomène des jeunes en errance existe ailleurs, et dans quelle ampleur, et comment il est traité? Enfin, est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Alors, alors effectivement, ça c'est quelque chose qui n'est pas assez étudié, assez documenté. C'est les parcours en fait. C'est d'où ils viennent. Alors moi, quand je faisais dans mes différentes enquêtes, quand on fait des entretiens, on essaie de retracer un petit peu les parcours. Et donc, est-ce qu'il y a des spots, des villes un peu phares? Alors effectivement, il y a plusieurs choses qui sortent un petit peu, mais c'est pas, voilà. Effectivement, il y a le côté un peu héliotropisme, le soleil. Hein, il y a plus de gens qui vont vers le sud que vers Roubaix, en gros. Oui, et ils partent de Rennes. Ils partent de Rennes. Parce qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de Bretons d'ailleurs. Voilà, donc
il y a l'histoire de la géographie des festivals, donc ça aussi. Et puis il y a aussi où sont les jobs saisonniers. Donc les vendanges, les pruneaux, les pommes, etc. Donc on est une région très agricole avec évidemment beaucoup de jobs saisonniers comme ça. Donc ça participe à ça. Et puis après, alors après ça dépend des gens, mais il y a des gens qui disaient au fond il y a aussi une logique bout de ligne SNCF. Il y a des gens qui montent dans le train et qui descendent au terminus. Et donc il y a des gens qui arrêtent souvent à Arcachon, par exemple. Ils repartent à Bordeaux. Mais ça, c'est vrai qu'on a des petits éléments, mais c'est vrai que ça mériterait d'être plus... pour le coup, il faudrait faire de la cartographie, de la géographie, faire des... Voilà. Après, les comparaisons européennes, effectivement, alors il y a un réseau européen qui a fait beaucoup de travaux. Alors c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on voit beaucoup de différences. On voit différences dans les... ne serait-ce que dans la manière de qualifier la question. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé. C'est par exemple les Québécois. Alors eux, ils parlent d'itinérance, je crois, d'itinérance. Donc c'est une logique complètement différente. Ils ont des programmes beaucoup plus inclusifs. Puis ils ont des contraintes un peu différentes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas laisser du monde dans la rue quand il fait moins 25. Donc ils ont aussi des urgences un peu différentes. Et puis voilà, il y a quand même des travaux qui sont assez intéressants qui montrent qu'il y a une différence. Alors effectivement, avec des pays qui sont toujours un petit peu les pays plutôt scandinaves ou plutôt protestants d'Europe du Nord, voilà, qui ont quand même une particularité dans l'approche. Voilà. Notamment des politiques publiques qui sont beaucoup plus inclusives, plus proactives, etc. Ça, il y a une vraie différence dans les politiques publiques. Effectivement, on a plutôt l'impression, c'est toujours un peu, alors c'est à la serpe, le truc, mais plutôt que voilà, l'Europe catholique du Sud se repose beaucoup plus sur la capacité des familles à gérer les problèmes sociaux des jeunes, beaucoup plus que dans le nord de l'Europe. Donc ça, c'est quand même, moi je suis allé pas mal en Italie. En Italie, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est très régionalisé, mais on sous-traite les problèmes sociaux, etc., aux familles et aux institutions religieuses, en gros. Donc il y a quand même des vraies nuances, des vraies différences, pardon, quand on parcourt l'Europe, ne serait-ce que l'Europe, dans la manière de penser le problème et puis la nature des politiques qui sont assez marquées, quoi. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Je voulais savoir, je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'ai peut-être raté les précisions que je vais demander, mais je me demandais si le fait que vous ayez choisi les jeunes en errance, donc vers 25 ans à peu près, enfin, l'âge, est-ce que a été choisi un peu parce qu'après il y avait un changement de trajectoire, donc je ne sais pas, une réinsertion peut-être dans des sentiers plus traditionnels, ou si c'est juste après un changement sémantique, en fait on parle juste plus de jeunes. Alors, oui, effectivement, il y a deux choses. Il y a un changement administratif, c'est-à-dire que après 25 ans, ils n'ont plus le droit à certaines choses, voilà, et puis ils ont le droit, par exemple, au RSA. C'est très important. Donc il y a des changements de cette nature, mais il y a aussi des changements très symboliques. C'est-à-dire que tant qu'ils sont jeunes, leur première ressource, c'est leur corps et leur mobilité. Parce que ça permet d'aller travailler, ça permet de vivre, ça permet de se déplacer, ça permet d'être là. Et surtout, symboliquement, ça les distingue, ça les différencie des vieux qui sont, eux, des clochards. C'est une autre catégorie, c'est même une catégorie repoussoire. Parce que les clochards, au fond, sont plus vieux, et surtout, parce qu'eux, ils sont aussi ils sont pleins de projets, en fait. C'est pour ça qu'ils sont aussi des jeunes. Et donc, ils vont faire des choses, ils ont des projets de formation, d'emploi, d'avoir des appartes. Encore une fois, c'est des trucs pas du tout particuliers. Hein. Voilà, ils veulent des appartes, ils veulent vivre avec leurs copines dans un appart, ils veulent acheter un camion pour se promener, ils veulent partir en vacances. Ils ont plein de projets, et donc ils ont beaucoup de contraintes, et souvent leur grande ressource, c'est leur jeunesse, leur corps, leur mobilité. Et l'idée de se projeter dans une situation où ils sont plus vieux,
c'est se projeter dans l'échec, en fait. Voilà, et au fond, les plus vieux, ils ont raté. Ils ont raté les côtés positifs que eux trouvent dans la vie dite d'errance. Donc c'est aussi très, très, très symbolique. Voilà. Oui, bonsoir. C'est pareil, je suis venue un peu plus tard. Et, je me suis posé des questions donc, sur une journée type d'une personne, comme ça, surtout en hiver. Et puis aussi le problème pour les femmes, santé, sanitaire aussi. Alors, excusez-moi, j'ai pas compris le début. Une journée type d'un jeune. D'un jeune ou plus âgé. Enfin. Oui, voilà. Mais la journée type, ça va être de se lever, d'aller à sa domiciliation. Parce que la domiciliation, en fait, c'est une des rares structures en fait, qui sont ouvertes le matin. Par exemple, les dispositifs, ce qu'on appelle des boutiques, en fait, c'est des lieux d'accueil à bas seuil où ils peuvent aller prendre des douches, faire des machines à laver, aller voir un médecin, une infirmière, un accueil un peu plus inconditionnel. Ça, il existe quelques structures qui les prennent le matin, mais on va dire que la plupart des structures en fait, ouvrent à 14h. En fait. Donc le matin, c'est le moment de s'occuper de l'administratif, clairement, aller à sa domiciliation, aller voir l'assistante sociale s'il y a besoin d'aller voir l'assistante sociale. Quand ils sont plus jeunes, nous, on leur conseille de prendre des rendez-vous à la mission locale plus tôt le matin. Et l'après-midi, en fait, ça va être se dépêcher pour aller dans les centres d'accueil de jour pour prendre une douche, voir un médecin ou une infirmière pour traiter les bobos de la rue. Il y en a, notamment en hiver, les gelures aux pieds, aux mains, en fait. Vous savez, quand on est très gercé et que du coup, plié. Voilà, c'est les pathologies, clairement, des gens à la rue en hiver. Et voilà, ces structures, généralement, ferment à 5 heures. 5 heures, c'est le moment où vous, moi, la plupart des gens, en fait, débauchent. Et c'est l'heure pour... en tout cas, moi, pour le public cible que j'ai, c'est l'heure d'aller faire la manche, en fait, aux abords des supermarchés, à l'heure où on débauche et que nous allons faire nos courses et où ils vont essayer, en fait, d'avoir un peu d'argent pour se venir à leurs besoins immédiats. Encore une fois, les besoins de la soirée, c'est-à-dire se manger eux, faire manger leurs chiens. Alors, évidemment, évidemment, ou pas, hein, acheter de l'alcool, éventuellement des produits, etc. Pour les jeunes femmes à la rue, j'ai envie de dire, au risque de vous choquer, bien sûr qu'elles sont plus fragiles que les autres, parce qu'elles sont, comme tu le disais Emmanuel, elles sont plus souvent agressées. C'est un peu des proies faciles, mais pour autant, moi je vous assure que les jeunes filles que je vois, elles le sont, et tant mieux pour elles. Elles le sont armées comme des hommes, en fait. C'est pas des jeunes filles à la rue. Je vous assure que c'est des jeunes filles qui vont déjà un peu se travestir, c'est-à-dire pas se grimer en jeune fille en se mettant du maquillage, hein, plutôt se cacher sous des grosses couches de vêtements pour pas laisser apparaître leur féminité, justement pour éviter et limiter le risque d'agression, et qui vont généralement être sous la coupe de quelqu'un. Généralement, quand on leur pose des questions sur les relations amoureuses, soit ils sont amoureux, c'est un couple de rue, soit en général, c'est des relations qui sont un peu plus complexes. Ils ne savent pas vraiment si c'est le meilleur ami, si c'est vraiment la personne qui les a pris un peu sous son aile, qui va donner de l'affection, et réciproquement, hein, qui va donner de l'affection quand elles vont en avoir besoin, mais aussi de la protection quand elles vont en avoir besoin, et vice-versa. Une femme, en fait, va davantage attirer la sympathie des gens, donc ils vont davantage donner de l'argent quand elles font la manche à elles qu'un homme. Donc, vous voyez, c'est un espèce d'équilibre là-dedans. Après, il existe des accueils, enfin, en tout cas dans notre association, des accueils spécifiques pour les femmes, justement, pour qu'elles soient à l'abri, elles subissent des violences dans la rue, on ne va pas se mentir, c'est régulièrement qu'on leur dit va porter plainte au COVA, ou alors qu'on leur dit on va t'accompagner au COVA, mais c'est compliqué. Il y en a, c'est la fatalité en disant mais de toute façon j'ai connu ça toute ma vie, t'en fais pas, j'ai le crâne plus dur que ça. Donc voilà, c'est un mélange, une journée type, je ne saurais pas vous la décrire parce qu'il y a tellement d'individualité. Tout ce que je sais, c'est qu'elle
elles utilisent la force des hommes pour survivre dans la rue et effectivement avoir un chien, avoir quelqu'un avec elles un peu plus costaud pour les protéger au cas où. Mais ce monsieur un peu plus costaud va de temps en temps leur taper dessus. Vous voyez le paradoxe? Oui, ils appellent oui. Ils appellent le 115. Le 115, en fait, c'est les places d'urgence, des urgences qui sont attribuées. Il y a en hiver, je ne sais plus, je crois qu'il y a plus de 200 refus l'hiver. Donc ils s'organisent, comme le disait Emmanuel, ils vont vivre dans des squats. Quand un squat est ouvert et que ça se passe bien et la personne, ils vont passer entre eux, qui cèdent en disant, écoute, nous, on a ouvert un squat à Talence, dors pas sous le porche d'une maison ou dans la cage d'immeuble de quelqu'un, viens avec nous dans le squat, on va te dépanner. Oui, après 5 heures, le SAMU social est ouvert, mais le SAMU social, ils ont que quelques places. C'est quand même, on parle de 120 personnes, alors plutôt jeunes, à la rue. Il n'y a pas de logement pour tout le monde, c'est ce que disait Emmanuel. Donc, et les structures d'accueil d'urgence, elles sont débordées, quoi. Appelez le 115. Il y a un répondeur qui vous dit les lignes sont occupées. Merci Agnès. On va prendre 2 dernières questions et puis on se dira adieu. Oui, justement, c'était pour rebondir sur le sujet d'aujourd'hui, c'était la ville contre les jeunes en errance, avec un point d'interrogation quand même à la fin. Et c'était sur justement le logement. Je suis très étonnée de voir qu'il n'y a plus de logement pour les jeunes ou les moins jeunes qui ont des chiens, alors qu'en fait, le chien, c'est une alerte pour eux. C'est l'alerte parce que ces gens-là se font... Bon, il y a de l'agression entre eux peut-être, mais il y a aussi de l'agression de gens extérieurs qui... Voilà. Et le chien aboie et du coup les réveille, les empêche de se faire voler, etc. Et donc là, je suis un petit peu étonnée qu'il n'y ait plus rien. Et en plus, je voulais avoir la confirmation du nombre de places pour la nuit. Alors, j'ai cru entendre qu'il y avait 350 places sur tout Bordeaux. Je suis étonnée de ce chiffre qui est ridicule pour dormir. Donc, voilà. Et je ne sais pas si c'est exact, mais voilà. Et je voulais voir un peu que fait... quelles sont les politiques publiques là-dessus, quoi, pour accueillir ces gens qui ne restent pas dehors. Alors, le chiffre de centres de places, de lits pour l'urgence sociale à Bordeaux, on se posait la question, on ne pourra pas vous le donner. Oui, mais c'est possible, c'est possible. Je pense qu'il y en a un petit peu plus, mais après ça dépend aussi parce que selon les programmes d'hiver, on ouvre des places en plus. Voilà, on prend des hôtels en plus. C'est un peu flexible comme politique. Alors c'est vrai que par rapport à vos 2 questions, voilà, le squat aujourd'hui, tout à l'heure je disais, il faut aussi prendre en compte les dynamiques un petit peu à l'échelle de la ville. Bordeaux, c'est une des villes dans lesquelles il y a aujourd'hui, enfin Bordeaux et la métropole, beaucoup de squats. Il y a vraiment, là pour le coup, il y a plusieurs milliers de personnes qui aujourd'hui vivent dans des squats à Bordeaux. On pense qu'il y a à peu près 3000 personnes qui vivent dans des squats à Bordeaux. Alors il y a des très gros squats, Quai de Brazza, Rive d'Arcin, il y a plusieurs centaines de personnes, mais il y a aussi dans des villes comme Bègles où il y a un tiers des squats, Talence, c'est un peu comme la population qui n'arrive pas à se loger. Les squats aussi partent vers la périphérie. Et donc ce sont plutôt des petites maisons qui sont abandonnées, qui sont ouvertes, etc., qui sont d'ailleurs occupées pendant assez longtemps, qui sont d'ailleurs plutôt bien entretenus, les gens mettent des fleurs, etc. Puis il y a des squats où les gens sont dans une perspective encore plus, je dirais, presque revendicative. Donc ils montrent qu'ils sont très 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 responsables. Par exemple, ils payent leur électricité. Voilà, dans les squats. Bon. Donc il y a aussi le squat, c'est aussi un thermomètre des politiques publiques. Voilà, et puis des dynamiques urbaines. Donc, moi, j'aurais aimé vous questionner juste sur, notamment revenir sur le titre de cette conférence, qui est la ville contre les jeunes en errance, et du coup questionner les logiques de financement d'organismes tels que Tapage, à savoir si vous n'avez pas l'impression, vous, de rentrer dans des logiques de
de pacification et de contrôle d'une ville, au même titre que dans devenir le dispositif et d'être absorbé en fait par une ville qui en fait contraint des jeunes au travail en allant les faire désherber les rues et en fait du coup juste en fait empêcher que ces jeunes-là deviennent autre chose que des travailleurs conditionnés par une logique urbaine, un idéal d'occupation de la ville. Alors, l'instrumentalisation, alors pour répondre au début de la question, l'instrumentalisation, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, ça va pacifier l'espace public, mais du coup, ça va profiter aux jeunes aussi. On n'est pas, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que pour prendre l'exemple de tapage, bien sûr que tapage, c'est l'intérêt, par exemple, d'une ville de financer en fait un programme comme tapage de façon à désherber les rues, évidemment. Mais d'un autre côté, moi à tapage, j'oblige aucun jeune à venir travailler. Hein. Moi, j'y vais dans la rue et je lui dis si tu as envie de travailler, et il y en a plein, je vous rassure, qui me disent non, justement pour cette notion de culture un peu décalée, underground, qui me disent non, rock, anarchie. Punk is not dead, fuck, moi je n'irai pas travailler et je les respecte. Hein. C'est pas moi qui va aller leur dire ah non, la mairie elle me finance pour qu'il y ait moins de jeunes en errance, donc tu vas venir travailler tout de suite. Que les choses soient bien claires. En fait, c'est vraiment sur du volontariat. Après, oui, je comprends bien sûr que ça concourt à pacifier l'espace public, évidemment, mais c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont quand même payés 10 euros net de l'heure pour leur travail. Et c'est la condition. On ne descendra pas au SMIC horaire juste pour montrer en fait que voilà, ces jeunes ont de la valeur, font l'effort de travailler malgré leurs conditions, et c'est de l'instrumentalisation réciproque. Merci. Voilà, c'est fini. Donc merci à vous deux. Merci au Musée d'Aquitaine.